Allez, c'est reparti et on change de disque. Notre tour du monde se poursuit en Grèce cette fois-ci. Bonjour Alexia. Alors entre les Grecs et l'Eurovision, c'est une véritable chanson d'amour. Et ce concours est pris très au sérieux chez vous. Oui, bonjour Laurent. Effectivement, il y a un véritable amour des Grecs pour l'Eurovision. Alors, ça peut peut-être s'expliquer parce que la Grèce a rejoint le concours en 1974, c'est-à-dire à la chute de la dictature des colonels. Et donc un symbole de démocratie, d'européanisation, de retour à la normale. C'est donc important, on le regarde en famille ou entre amis. C'est une véritable tradition, même si l'audience a quelque peu baissé ces dernières années. Et il y a eu donc l'apogée de ce concours en 2005, quand la belle Eleni Paparizou l'a remporté. Et dans la foulée, le pays a organisé ce concours ici. Alors ça venait clôturer une série de 3 victoires. Juin 2004, l'équipe de Grèce de football remporte l'Euro. Dans la foulée, le pays organise des Jeux Olympiques absolument grandioses, ici à Athènes, dans des installations flambant neuves. Et toujours dans ces installations, donc le concours de l'Eurovision organisé en 2006 et avec énormément de touristes qui sont venus ici dans le pays et donc dans la capitale Athènes. Seulement voilà Laurent, une fois la doxa retombée et les touristes repartis, plus rien. Ces sites olympiques n'ont pas forcément été exploités, même ils ont été laissés pour compte pour la plupart. Je vous invite Laurent à voir l'envers du décor de cette organisation dans ce reportage réalisé avec Makis Yiannopoulos. En 2006, l'Eurovision en Grèce, c'était fierté, sourire et fiesta. Une organisation remarquable dans les stades conçus pour les Jeux Olympiques d'Athènes de 2004. Or, depuis le concours de l'Eurovision, ces sites ont été laissés pour compte. Piscines olympiques délabrées, tribunes saccagées ou centres administratifs abandonnés. L'image est désolante pour les voisins. Au début, les sites étaient ouverts au public pour des activités. Puis ça a été abandonné, comme tout ici et partout. Ça s'est fait progressivement. Un jour, nous sommes partis en vacances. Et à notre retour, on a trouvé cette image, avec les fenêtres des bâtiments cassés, les sites rouillés. Ici, la place du village olympique, point de rencontre pendant l'organisation de l'Eurovision. Pourtant, l'État débourse plus de 30 millions d'euros par an pour les surveiller et limiter leur accès à tout curieux. Partez, c'est interdit de filmer. Entre le manque de stratégie post-olympique puis post-Eurovision et la crise économique, l'abandon de ces sites n'a jamais été un sujet prioritaire pour la classe dirigeante. Depuis 2 ans, la grande majorité de ces installations a été ajoutée à des biens à privatiser dans le cadre de la relance de l'économie du pays. Mais les investisseurs intéressés sont pour le moment inexistants. Alors, pour faire revivre ces sites, il faudrait peut-être avoir à organiser de nouveau le concours de l'Eurovision. Pourquoi pas? C'est en tout cas ce dont Katerina Duska rêve. La candidate représentant la Grèce cette année au concours de l'Eurovision est très consciente de cette épée de Damoclès qui pèse sur ses épaules. Mais elle ne se démonte pas. L'Eurovision en Grèce, c'était vraiment spécial et j'aimerais bien moi aussi de pouvoir ramener la victoire à mon pays. C'est une grande responsabilité, oui, mais un grand honneur et c'est une expérience vraiment magique comme aucune autre. Je ne l'aurais jamais imaginé. Plus que la candidate, le pays soutiendra donc sans doute l'espoir d'un renouveau lors du concours de l'Eurovision cette année. Merci beaucoup Alexia et à très bientôt évidemment. Alors, retour chez nous à présent avec Anissa Arfaoui qui vient de nous rejoindre. On va remonter aux origines de l'Eurovision qui est en quelque sorte la toute première télé-réalité musicale. Absolument. Disons que dans la mesure où il s'agit d'un concours musical dans lequel les participants sont jugés par un jury avec la participation du public, on peut dire effectivement qu'il s'agit de la première télé-réalité musicale née le 24 mai 1956 et qui s'appelle donc l'Eurovision. Alors la première édition a eu lieu à Lugano, c'est en Suisse, et à cette époque-là, il n'y a eu que 7 pays, entre guillemets, qui ont concouru. C'était les 7 pays fondateurs. J'ai nommé la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et évidemment la Suisse. La Suisse. Alors comment l'idée de créer ce concours est-elle née ?
Eh bien, grâce aux Italiens et à leur amour de la musique qui a donné naissance en 1951 au festival de Sanremo. C'est une idée qui a inspiré le directeur de la télévision publique suisse de l'époque, monsieur Marcel Besançon, qui à son tour s'est dit, eh bien, je vais créer moi aussi un festival, un grand festival, l'Eurovision, sauf qu'il voulait que ça ne se soit grand, que ça ne se cantonne pas qu'à un seul pays. Il n'y avait qu'une seule condition, c'était faire partie de l'UER. Alors, l'UER, il faut le préciser, c'est l'Union européenne de radio-télévision. Alors, exactement, l'UER est la plus importante association professionnelle de radiodiffuseurs du monde, créée en 1950 en Suisse encore. Il faut savoir que leur mission consiste à négocier les droits de diffusion des grands événements dans le monde. Et donc, très rapidement, l'Eurovision s'est imposée comme étant le grand rendez-vous commun d'une Europe culturelle. C'est un rendez-vous très populaire dans le monde entier, il faut le reconnaître. Quelles sont les audiences de l'Eurovision ? Alors pour sa 63e édition, donc celle de l'année dernière, on a rassemblé 5,2 millions de Français derrière le petit écran. C'était la meilleure programmation depuis celle de 2009. Cette version-là avait rassemblé 5,7 millions de téléspectateurs. Alors en France, maintenant à l'échelle internationale, on culmine aux alentours des 55 millions de téléspectateurs. Je précise juste que là, je vous parle des audiences, donc, et non pas de la couverture. La couverture, si vous voulez, elle compte tout, y compris ceux qui vont s'arrêter 1 minute devant le programme. Et là, on atteint des sommets avec 200 millions de téléspectateurs à travers le globe. C'est énorme. Ouais. Alors, pourquoi, finalement, ce concours est-il aussi important ? Qu'est-ce qui se joue sur cette scène de l'Eurovision ? Beaucoup. Alors, les quelques minutes qu'offre une prestation à l'Eurovision au reste du monde est une vitrine du pays en question. Imaginez que le temps d'une chanson, l'identité du pays est partagée avec le reste du monde. Et derrière ces quelques notes de musique se cachent aussi des jeux diplomatiques où des règlements de compte s'effectuent. Prenez l'exemple de 2003. Le Royaume-Uni a fait le plus bas score jamais enregistré dans toute l'histoire de l'Eurovision, 0 point. On remarque juste qu'en 2003, pareil, Tony Blair avait engagé quelque temps avant ses troupes en Irak auprès des troupes américaines, une guerre à laquelle la majorité des pays européens étaient plutôt hostiles, et une décision aussi que ces pays voisins lui font payer donc, le jour du concours. C'est en tout cas ce qu'a analysé M. Farid Toubal, qui est professeur d'économie à l'université d'Angers, chercheur et co-auteur d'une étude intitulée « Eurovision, bien chanter ne suffit pas ». Maintenant, il faut savoir que derrière la politique et les jeux politiques se cachent aussi des tendances sociétales. Et en fait, le candidat d'un pays en dit aussi beaucoup sur l'évolution des mentalités de ce pays. Alors là, Anessa, j'imagine que vous faites allusion, référence à Bilal Hassani, qui représentera la France ce soir. Évidemment, Bilal Hassani, 19 ans, enfant de parents d'origine marocaine, révélant son homosexualité sur les réseaux sociaux, aimant porter des perruques blondes, aimant se maquiller. C'est sûr que Bilal Hassani représente la France d'aujourd'hui, une France courageuse, une France forte et une France multiculturelle qui veut croire en ses rêves. Et c'est pour ça qu'on va finir sur ces quelques lignes de la chanson que Bilal interprétera. Ne me demandez pas qui je suis, moi je suis le même depuis tout petit. Ce qu'on est, on ne l'a pas choisi. Et quand je rêve, je suis un roi. Alors, bonne chance au roi. Nous sommes derrière lui et on espère assister à son couronnement sur la scène de l'Eurovision. Bravo, super intéressant. Merci beaucoup, Anissa. Allez, pour nous remettre sur la voie, direction l'Australie, qui ne louperait ce concours pour rien au monde. Bonjour Arnaud. Le pays participe en effet à l'Eurovision depuis 2015. Et chaque année, c'est le même refrain. La ferveur est au rendez-vous. Oui, bonjour Laurent, il y a une ferveur qui ne se dément pas dans ce pays de 25 millions d'habitants à l'autre bout du monde. L'Eurovision est retransmise en Australie depuis 1983 et vous l'avez dit, depuis 2015, l'Australie participe activement, comme quoi l'Eurovision n'est pas un concours basé sur la géographie. On l'a vu en Israël avec Franck Genozo. C'est une alliance de télévision, comme l'expliquait Anissa, si bien que le Japon pourrait en être, le Vatican aussi, ce serait intéressant. Mais pour revenir à l'Australie, 24 heures d'avion de Paris, un décalage horaire de 8 heures, ce qui veut dire que la soirée de ce soir, ce sera une matinée en Australie, dimanche, 5 heures du matin. Mais qu'importe, les Australiens sont des lève-tôt et je peux vous dire qu'ils trépignent d'impatience, ils sautent comme des kangourous, comme vous allez le voir dans ce reportage de Justine Jankowski. Regardez, on se retrouve après. Ce soir à Melbourne, ils ont enflammé le public australien. Ils s'appellent IQ, ils sont macédoniens. Vous ne les connaissez probablement pas. Mais ici, ce sont de vraies stars.
L'Eurovision, c'est génial! IQ, c'est l'un des groupes candidats à l'Eurovision 2018. Invité très spécial de cette soirée pré-Eurovision australienne, où 150 fans se sont réunis pour l'occasion. J'aime tellement l'Eurovision. Je suis venue fêter ça avec tous les autres fans. Nous, on adore toutes les chansons. L'Eurovision, c'est comme Noël pour moi. Je suis tellement chanceuse d'être là ce soir. Aux confins de l'Océanie, c'est le pays des fanatiques du concours de chant européen. Sur ces anciennes terres aborigènes, à l'exact opposé du vieux continent, il est diffusé chaque année depuis 1983. Et à Sydney, l'Eurovision ravive de vieux souvenirs. Tous mes amis se réunissent le soir de l'Eurovision. C'est le même soir que les élections fédérales. Mais les gens vont quand même regarder l'Eurovision, c'est sûr. Et même les surfeurs sont des mordus du concours. Je le regarde tous les ans depuis 10 ans. Je ne le raterai pas. L'année dernière, la compétition a rassemblé 3 millions d'Australiens devant le petit écran. Et depuis 2015, l'île continent est même la candidate incongrue du concours. Pour nous, c'est comme le Super Bowl américain ou un concert de Beyoncé. Comment c'est classé notre chanson? Est-ce qu'on va se faire remarquer? Qu'en pensent les Européens? Quand vous êtes si loin des autres pays, c'est très important. Et cette année, c'est elle, Kate Miller-Heidke, 37 ans, chanteuse lyrique, qui représentera le pays avec ce titre d'opéra pop. 4 albums au compteur, le dernier il y a 5 ans. L'Eurovision, c'est sa chance d'être à nouveau sous les projecteurs. À Sydney, nous l'avons rencontrée avant qu'elle saute dans l'avion pour Tel Aviv. C'est de loin le plus gros événement auquel j'ai participé dans ma vie. Je pense que je suis prête, je vais faire de mon mieux. Je suis excitée et un peu stressée. L'Eurovision, c'est la célébration des artistes alternatifs et de l'expérimentation. S'il vous plaît, votez pour moi le 18 mai. Espérons que son titre, Gravité Zéro, la tirera vers le haut. Et Arnaud, entre nous, vous pensez sérieusement que la candidate australienne a les chances de gagner ? Figurez-vous, Laurent, que l'Australie a toujours été bien placée depuis qu'elle y participe. La première année, elle était 5e. La deuxième année, elle était 2e. L'an dernier, c'était un petit peu la catastrophe avec la performance de Jessica Mauboy. Elle a fini 20e. Et cette année, la candidate australienne, oui, fait partie des favorites, malgré sa chanson sur la dépression. Est-ce à dire que si elle gagnait, l'Eurovision se déplacerait dans l'hémisphère sud, en Australie? Non, pour des raisons de coût, pour des raisons de décalage horaire aussi. Ce serait organisé soit au Royaume-Uni, soit en Allemagne. Un peu tôt pour le dire, on verra bien ce soir. Alors justement, dernière question, vous êtes notre correspondant en Asie. Est-ce qu'il existe un concours similaire là-bas, un Asiavision ? Alors, il y a un engouement certain pour les shows de chansons. En Chine, The Voice, c'est 120 millions de téléspectateurs. Il y a eu une tentative organisée par les Australiens, justement, c'était pas plus tard que décembre dernier, un Eurovision sauce asiatique, 17 pays candidats, mais ils ont du mal à accorder leurs violons, les pays ont du mal à se mettre d'accord pour des raisons de coût, pour des raisons politiques aussi. La Chine, par exemple, censure les émissions qui ne sont pas diffusées chez elle, donc ça devient un petit peu compliqué. Merci beaucoup Arnaud, merci et à très bientôt évidemment. Madame, Monsieur, fin des votes. Merci donc à nos 4 correspondants pour cette immersion au cœur de l'Eurovision. Pour la suite des festivités, rendez-vous ce soir sur France 2 dès 21h. La semaine prochaine, autre thème, on parlera développement durable. Alors, quelles sont les initiatives originales qui sont mises en place par nos voisins pour préserver la planète? Réponse samedi prochain. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve dès lundi, 6h30.